Raymond Buchholzer, pour me situer rapidement, j'ai adhéré à la CFDT en 1974. Voilà. J'ai tout de suite pris une fonction au CHSCT, de l'usine de tissage à l'époque. J'ai exercé. Pendant toute ma carrière, j'ai commencé comme agent de maîtrise, ensuite j'étais, pour des raisons syndicales, je suis passé technicien. Et puis à la fin, dans les 6 dernières années, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir terminer ma carrière dans une fonction d'aérodynamique. Et ce que je voudrais, avant de vous présenter la démarche qu'on met en œuvre d'ailleurs, que je continue à mettre en œuvre, puisque j'anime une permanence en Alsace, vous verrez, sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Donc je voudrais vous raconter une petite histoire, enfin une histoire importante qui s'est passée juste avant que je parte en retraite. Donc je suis parti en juillet 2007 en retraite. Et donc dans les 6 premiers mois de l'année, on a eu à faire face à 4 suicides, dont un suicide qui a eu lieu sur le lieu de travail. Les 3 autres, c'était donc des salariés de PSA Mulhouse, voilà, qui se sont suicidés à leur domicile ou proche de leur domicile, mais un a mis fin à ses jours sur le lieu de travail. En plus, c'était un ancien militant de la CFDT, que je retrouvais dans l'atelier où je travaillais, voilà, et qui avait mis fin à ses jours dans un escalier qui se situait juste en dessous de l'endroit où j'avais mon bureau. Donc le matin, quand je suis arrivé au travail, je suis monté, mais je ne savais absolument pas. Je suis monté par cet escalier-là et je ne savais pas que juste en dessous de cet escalier, eh bien, il y avait cet ancien militant, ce salarié qui avait mis fin à ses jours. Premier réflexe toujours, et je vous recommande, un carnet et un stylo, et je prends un bon de délégation et je pars dans l'atelier. Alors je descends sur le lieu, malheureusement il y avait la gendarmerie, il y avait pléthore de cadres, etc. Enfin bon, le lieu était inaccessible. La seule chose que j'ai entendue, c'est que eh bien, ce salarié avait laissé une disquette. Et il semblerait que là-dessus, il avait tout dit. C'était la seule information. Et j'ai dit, tiens, maintenant, ce qui m'importe, c'était de savoir, est-ce que le travail était en cause, est-ce qu'il y avait une part de travail, etc., qui était en cause. Je suis allé dans l'atelier où il travaillait, dans le service où il travaillait. Alors, je précise aussi que ça faisait 4 mois que j'étais arrivé dans cet atelier de mécanique. J'étais très peu connu, voire pas connu du tout. Donc c'est pas évident, quand on n'est pas connu, d'aller interroger les gens qu'on ne connaît pas, etc. et d'obtenir immédiatement sous le champ, voilà, des confidences, parce qu'on est dans le domaine de la confidence. Il s'est passé ça hier, mais tu comprends, doucement, puis je t'ai rien dit, etc. Je fais pendant 1 heure, je tourne, je rencontre des gens, etc. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien, aucun élément, etc. Et on savait aussi, parce que la rumeur, ça court. Ça court très vite parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une cause provenant du travail. Donc c'est tout ce qui est hors travail. Et donc on avait très rapidement appris qu'il y avait des problèmes dans le couple. Donc j'ai eu cette épouse au téléphone et qui m'a dit, écoutez, mon mari il a tout laissé sur une disquette, trouvez cette disquette, menez votre enquête et puis en clair débrouillez-vous. La particularité quand on est face à une situation comme celle-là, c'est que malheureusement, excusez-moi d'être brut de fonderie, mais un mort il ne parle plus. Et donc mener une enquête dans ces conditions-là, eh bien il n'y en est strictement rien ressorti. Or notre objectif c'était bien d'essayer de comprendre, de voir s'il y avait des causes qui étaient liées, des causes professionnelles qui étaient liées à ce décès, et que donc on n'avait rien. Et la grande difficulté aussi quand on est représentant syndical, c'est que très rapidement et forcément, un représentant du personnel, il sait tout, il a toute l'information. Donc il est sollicité par les médias, il est sollicité par les réseaux sociaux, il est sollicité par les salariés dans l'entreprise, et eh bien, sauf à raconter, de dire tout simplement comme une certaine organisation, de toute façon, si c'est suicidé, c'est la faute de l'entreprise, mais sans apporter aucune démonstration, aucune argumentation précise, eh bien, on est un peu court. Moi, on n'a pas du tout voulu rentrer là-dedans. Eh bien, écoutez, là, ce qui nous manque, c'est de proposer aux salariés de libérer la parole. Et on se met à faire un tract, donc on écrit un tract en disant, le titre c'était « Libérer la parole ». En clair, écoutez, si vous êtes en difficulté psychique, si vous êtes en difficulté par rapport au travail, eh bien, parlons-en. Peu de temps après, je vais faire un tour d'atelier, et je tombe sur un salarié. « Salut, comment ça va ?» Écoute, non, ça va pas du tout. Moi, à la fin de la semaine, ma lettre elle est prête, je fais comme les autres. Je lui dis, attends, tu veux faire quoi? Oui, à la fin de la semaine, je me supprime.
Bon, alors j'ai dit non, stop, l'ami, mais t'es sûr que tu veux comprendre, etc. Ben j'écoute, je suis là, je vais pas me sauver, allons-y. Et donc le gars il m'explique, il me dit bon ben écoute, je t'ai prévenu, mais ça va pas être triste. Hein. Bon. Donc il m'explique que 3 ans avant, il travaillait d'équipe de nuit, donc c'était un conducteur d'installation, il travaillait d'équipe de nuit, à 4 h du matin, il sort, il avait fini son poste, il prend sa voiture, il rentre chez lui à la maison, et en sortant, donc l'usine est située à côté de l'autoroute, il s'engage sur l'autoroute, et il voit, sous un échangeur, sous un pont, sur une pile de pont, il voit une voiture qui est encastrée dans la pile de pont. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne sauve pas, il s'arrête, il va porter secours, et dans cette voiture, il y a 3 jeunes. Et quand il arrive, eh bien, il y en avait 2 qui étaient déjà plus là, et puis il y en a un qui appelait au secours, au secours. Manque de bol, cette voiture s'est mise en feu. Donc, il a vécu en direct le décès de cette personne qui était encore à peu près en vie. Les secours arrivent, et ça se termine, en ce qui le concerne, par une demi-heure de soutien psychologique. Hein. On appelle ça un soutien psychologique. Donc, le soutien psychologique, c'est permettre de verbaliser, de parler. Il faut pouvoir parler, ça c'est dans ces situations-là. Et donc ça dure une demi-heure. Et puis au bout d'une demi-heure, on lui donne une carte, hein, carte d'un spécialiste. Si vous en avez besoin, vous adressez à ce spécialiste. Il retourne au travail, 3 ans après. Donc on arrive 3 ans après. Eh bien, il est hospitalisé, mais pour d'autres raisons. Hein. Donc il est hospitalisé, il quitte son travail. Et entre-temps, dans le mois où il était en arrêt, il travaille d'équipe de nuit, la direction, pour des raisons du niveau de production, décide de supprimer l'équipe de nuit. Donc l'équipe dans laquelle il travaillait. Comme il est à l'hôpital, personne ne s'occupe de lui. Quand il revient au travail, eh bien, il revient, il dit, je suis à mon poste de travail, mais il n'y a plus d'équipe de nuit. Qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, je vais au boulot, il n'y a plus d'équipe de nuit. Personne ne t'a prévenu? Non, personne ne t'a prévenu. Bon, eh bien, écoutez, on va voir ce qu'on va faire avec toi. Donc, et on le balade comme ça, d'équipe en équipe, il est en surnombre, hein, et donc à un moment donné, la conjonction de 2 événements. Le premier événement où je suis atteint psychologiquement très fortement par l'accident des jeunes, mais là maintenant, à quoi je me raccroche? À ma famille, à mon travail, mais même mon travail, on a retiré mon boulot, personne ne m'a prévenu, etc. Je suis en surnombre, ça pose un paquet de problèmes. Je vois plus ce que je fais là-dedans, je vois plus ce que je fais dans ce bas monde, etc. Moi, à la fin de la semaine, terminé, je mets fin à mes jours. Je suis monté avant de partir le soir, hein. Je monte à mon bureau, je fais un mail au directeur en lui disant, voilà, je lui décris la situation, puis je dis, écoutez, moi, vous intervenez, hein. Votre responsabilité de sécurité et de résultat, vous la mettez en œuvre, je rappelle ça, hein. Et puis vous trouvez une solution, mais c'est pas... Voilà ce qui va se passer. Bon, le lendemain matin, je suis arrivé, eh bien, le directeur, aussi sec, hein, 7h30, j'arrive à mon boulot, celui que je faisais m'emmener, voilà. Ce matin, ce gars-là, il va être reçu par son chef de service, on a un poste de travail définitif à lui donner, etc., etc. Donc il y avait une solution derrière. Donc vous voyez, simplement, le fait d'écouter, de prendre en charge la plainte, de réagir immédiatement, d'intervenir auprès de la direction, d'appuyer sur la responsabilité, hein, de sécurité de résultat, eh bien, le lendemain, le problème il était réglé, ce gars-là, il est toujours en vie aujourd'hui. Ça montre tout simplement, au travers de ces exemples-là, qu'il y a possibilité de faire autrement que de dénoncer, que de crier, comme d'autres ont fait, hein, mais par une prise en charge, organisée, structurée, il y a moyen de faire changer les choses. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, au MUL, c'est premièrement, lorsqu'on est confronté à un problème de type risque psychosocial ou trouble psychosocial, la première chose, c'est extrêmement difficile à repérer. Quand vous êtes face à quelqu'un qui sombre dans l'alcool, il y a des choses qui se voient, voire ça se sent. Quand vous êtes devant quelqu'un qui prend des drogues, c'est beaucoup moins évident. Quand vous êtes devant quelqu'un qui souffre psychiquement, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, eh bien, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre coin, vous vous isolez de tout le monde et vous ne parlez plus. Donc, comment on repère les salariés en risque psychosocial, en trouble psychosocial?
On va voir comment on peut interroger les indicateurs d'entreprise, comment on évalue son propre stress, mais c'est vrai pour vous, mais c'est vrai aussi pour tous les salariés. Comment on peut mesurer, il y a des outils de mesure de l'état de stress en entreprise. Et puis ensuite, je développerai donc sur la méthodologie qu'on emploie d'ailleurs, mais qu'on emploie en ergonomie aussi, de résolution, d'analyse d'activité de travail et puis de résolution de problèmes. Alors, dans les signaux individuels, tout d'abord, le manque de concentration. Un exemple tout simple, vous êtes, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être déjà été dans cette situation-là, mais vous êtes en situation de trouble psychique, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est que vous ruminez votre affaire, et vous n'arrêtez pas de ruminer, vous êtes dans votre bulle. Bon. Et si le matin, par exemple, vous prenez votre voiture, vous partez au travail, eh bien, le risque, c'est que vous êtes tellement... Déjà, vous avez la boule au ventre, la machine là en haut, elle se met en route à la vitesse grand V, vous êtes concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, vous roulez, c'est un automatisme, et puis tout d'un coup, vous réveillez en sursaut et vous dites « Mince, il y avait un feu, est-ce qu'il était rouge ou est-ce qu'il était au vert ?» Voilà. Donc vous savez même plus si vous avez respecté la signalisation de temps. Donc c'est voilà un exemple de manque de concentration sur son travail, manque d'énergie pour accomplir son travail, non, j'ai plus la niaque, des changements de comportement. Donc ça, alors je dirais les deux premiers, c'est pas évident, c'est pas toujours évident à repérer. Mais le changement de comportement, c'est quelque chose qui devient évident. Vous aviez quelqu'un qui était tout sourire, blagueur de première, ou blagueuse de première, ça existe aussi, et puis tout d'un coup, je suis amorphe, je suis ailleurs, je suis dans mes pensées, je suis plus dans le collectif. Manque de disponibilité, voilà pareil, le travail du samedi matin peut toujours passer, j'en ai déjà assez comme ça. D'irritabilité. Donc ça, c'est un changement de comportement, mais là, ça se voit. Des investissements du travail, des engagements de son travail, dénigrement de son travail. Ah ben non, mais ça c'est, bon, je sais pas, avec un N devant, bon. Et puis, dévalorisation de son travail. C'est vraiment quelqu'un qui rejette, une personne qui rejette totalement son métier et ce qu'on lui demande de faire. Ici, on peut aussi repérer les salariés qui prennent des cours par rapport aux indicateurs de l'entreprise. Quand il y a un fort absentéisme ou quand il y a des gens qui sont absents très longtemps, absence de longue durée. Bon. Allez à l'information, allez à la pêche de l'information. En tant que représentant du personnel, de possibilité, d'aller à l'infirmerie, par exemple. Voilà, de discuter avec le personnel d'infirmerie, voire même le médecin du travail, c'est dans vos possibilités, et puis d'en savoir un tout petit peu plus sur des indicateurs de ce type-là. Les mouvements de personnel, quand les gens quand vous avez un turnover, notamment dans certains services, quand on peut aller jusqu'à ce niveau-là, savoir qu'il y a X personnes qui ont quitté l'entreprise, notamment un des indicateurs, c'est, vous savez, les gens qui ont des capacités à revendre ailleurs, ce sont les premiers qui, lorsque les choses sont difficiles dans l'entreprise, qui sont bons. Bon. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Ça veut dire qu'ils ont des engagements, ils ont des raisons qui font que, malgré ces difficultés, je reste dans l'entreprise. La détérioration des qualités des services, ainsi que de la qualité des produits. Ça, ce sont des indicateurs que l'entreprise elle suit. Lorsque, notamment au comité d'entreprise, lorsque vous avez des informations sur ce sujet-là, ça mérite de faire le lien entre des dégradations de la qualité, par exemple, des produits, et éventuellement le mettre en lien avec des questions d'absentéisme ou de mouvement de personnel, pour comprendre, pour essayer de comprendre. Les indicateurs santé et sécurité, activité du service santé au travail, oui, allez dans les infirmeries, allez dans les services médicaux des entreprises, allez discuter avec le personnel là-bas, allez consulter des registres d'infirmerie, etc. Et puis, mais vous découvrirez certainement que dans les causes, dans les pathologies qui sont présentées, eh bien, on est sur des problèmes qui sont dépressifs, sur des personnes qui sont anxieuses.
Sur une d'accident de travail, de maladie professionnelle, alors, une difficulté, on le verra tout à l'heure, c'est que la maladie professionnelle, en matière de risque psychique, il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle. Donc ce sont des choses qui sont gérées, on le verra tout à l'heure, dans un système complémentaire. Mais s'il y a des problèmes de dépression ou d'angoisse, eh bien, c'est relevé dans les registres d'infirmerie. Tentative de suicide, bon, ben là, on est au fait ultime. Les pathologies TMS, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est multifactoriel. C'est très clair que des gens qui sont en tension, ils sont aussi en tension musculaire, hein, psychique, mais musculaire aussi. Et lorsque vous êtes dans des gestes, lorsque votre travail sollicite énormément les membres supérieurs, et qu'en plus mais vous êtes dans des tensions psychiques qui ont un effet sur les muscles, eh bien ça va accélérer le processus d'apparition des troubles musculo-squelettiques. Et les pathologies psychiques, bien sûr, c'est le cerveau qui est sollicité. Ce que je vous présente là, c'est pour vous, mais c'est aussi éventuellement à diffuser. Alors, en faisant attention, bien, à être diffusé auprès des salariés. Le baromètre, c'est à quel niveau de stress je suis. Et donc, il y a monsieur Pichot, là, qui a mis en place un questionnaire d'auto-évaluation. Alors, c'est d'ordre médical. Hein. Donc, ce support-là, comme on travaille en permanence avec un médecin, c'est lui qui m'a redonné ça. Et c'est tout à fait pertinent parce que je l'ai utilisé. Hein, et les questions sont tout à fait pertinentes. Alors, on répond tout simplement par oui ou par non. Et si le score des oui est supérieur à 7 ou égal à 7, eh bien je suis dans une situation de stress. Donc dans les items, c'est en ce moment ma vie me semble vide, j'ai du mal à me débarrasser des mauvaises pensées qui me passent par la tête, je suis sans énergie, je me sens bloqué ou empêché devant la moindre chose, je suis déçu et dégoûté par moi-même, je suis obligé de me forcer pour faire quoi que ce soit, j'ai du mal à faire les choses que j'avais l'habitude de faire, en ce moment je suis triste, difficile d'être gai quand on n'est pas bien dans sa tête, j'ai l'esprit moins clair que d'habitude, j'aime moins qu'avant les choses qui me plaisent ou m'intéressent, ma mémoire me semble moins bonne que d'habitude, je suis sans espoir pour l'avenir, en ce moment je me sens moins heureux que la plupart des gens. Voilà. Donc, ben, vous ferez un test. Hein. Si vous êtes à un score égal ou supérieur à 7, eh bien vous êtes dans une situation à risque. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas à ce que j'ai présenté tout à fait au début, hein, mais on est dans une situation à risque qui, je vous conseille même de commencer à réagir, de commencer surtout à parler, et à parler collectivement en section syndicale, etc. Parce que c'est important. Parce qu'il faut s'interroger sur les raisons, etc. Et puis essayer d'agir sur les déterminants du travail qui font que je suis dans cette situation-là. Un autre questionnaire qui est tout à fait intéressant, c'est le questionnaire de Karzek. Donc, il explore 3 aspects en 26 questions, donc il y a 25 questions, c'est déjà plus lourd. Hein. Concernant l'attention au travail, ce questionnaire-là, il permet de peser l'importance de la demande psychologique, donc les exigences mentales du travail, la latitude décisionnelle. Est-ce que j'ai des possibilités d'agir sur mon quotidien, sur mon travail ou pas du tout? Et est-ce que je suis soutenu par mes collègues de travail ou par la hiérarchie? Pourquoi j'utilise ce questionnaire-là? C'est parce que lorsqu'on est sur une déclaration de maladie professionnelle qui n'est pas dans un tableau, eh bien, on va passer par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et ce comité-là, c'est lui qui va dire s'il y a un lien entre la pathologie et le travail. Ce questionnaire, il peut vous servir dans l'action syndicale pour repérer dans un secteur donné, parce que toute entreprise c'est un peu difficile, mais dans un secteur donné, eh bien, pour repérer si les gens sont effectivement dans une situation donc, de stress important, hein, et est-ce qu'ils sont dans une situation où eh bien, les exigences mentales sont fortes, où ils ont peu de possibilités de décider sur le cours de leur travail, et puis s'ils sont soutenus. Dans le cadre des permanences, je l'utilise pour bien apporter la démonstration, donc c'est le salarié qui remplit.
pour bien apporter la démonstration que ce qu'on a écrit dans une description d'activité de travail, eh bien, c'est en phase avec le ressenti de la personne. Vous avez le document devant vous, donc vous avez les 26 questions, et ensuite vous avez des colonnes à côté. Pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord et tout à fait d'accord. D'accord? Donc vous, ligne par ligne, mais c'est important d'accompagner, lorsque vous faites ce travail, c'est important d'accompagner le salarié en question. Vous ne lui donnez pas, vous ne distribuez pas les papiers et puis les gens... Non, pourquoi? Parce que vous verrez, dans la pratique, vous verrez qu'à chaque phrase, il peut y avoir des interprétations. Donc il faut des explications. D'accord? Bon, une fois que vous avez donné les explications, parce que c'est quelle est la perception que j'ai de la phrase. La question qui m'est posée, c'est comment je la reçois dans ma tête. Hein, notamment quand je suis pas bien dans ma tête. Hein. Donc c'est important. Et ensuite, une fois que ce travail est fait, eh bien, vous avez une formule. Donc la fédération a fait un très beau travail puisque ils ont monté ce formulaire sur un fichier Excel, et ce qui fait que lorsque vous renseignez les différentes cases, eh bien, ça va vous donner un calcul, le résultat du calcul immédiatement après. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser la version papier, sauf que vous avez passé en bas, là, vous avez en tout petit, eh bien, ce sont les formules qui sont utilisées hein, en fonction des réponses. Et à partir de là, eh bien, vous avez une réponse derrière, vous avez des résultats qui tombent, hein, et puis de savoir, effectivement, est-ce que, voilà, ici, donc, demande psychologique, l'attitude décisionnelle et puis le soutien social. Donc, job strain ou tension au travail et la combinaison faible latitude, donc j'ai peu de marge de manœuvre, voire pas du tout, et puis une forte demande, on m'en demande beaucoup. En pratique, si le score de demande psychologique est supérieur à 20 et le score de l'attitude décisionnelle inférieur à 71, pardon, le salarié est dans le cadre tendu et donc en situation de job strain, donc il est en situation de trouble, enfin, en situation de développer un trouble psychique. J'ai mené mon enquête pour repérer ou que j'ai informé les salariés, qu'ils soient eux aussi vigilants par rapport à leurs collègues de travail. Je vois très bien, si je prends le premier questionnaire, c'est que le délégué à lui tout seul, quand moi j'étais en mécanique, par rapport à l'exemple que je vous ai présenté tout de suite au départ, enfin le collègue qui s'est supprimé sur le lieu de travail, 3 semaines avant, j'avais discuté, on s'était rencontrés, on s'était croisés dans les couloirs de l'atelier, on a échangé, mais on a échangé. Aucune animosité, un échange tout à fait normal, d'anciens collègues, etc. J'étais à 1000 lieues de penser que la même personne avec qui j'avais discuté 2 semaines avant allait mettre fin à ses jours. La question, elle est de savoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le travail, je dis bien dans le travail, et qui fait qu'on puisse en arriver à cette extrémité-là. Si je discute de ces problèmes-là avec la direction, qu'est-ce que nous dit la direction? Ah oui, mais tout de suite, hein, ça va très vite. Hein. Ah oui, mais on a appris que voilà, qu'il n'était pas bien, cette personne n'était pas bien avec sa femme. C'est quelqu'un qui est pas bien qui se pose trop de questions, etc. Bon. C'est tout l'extérieur, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et vous allez voir que très rapidement, c'est la chape de plomb. Alors vraiment la chape de plomb, l'entreprise n'y est strictement pour rien. Et donc, comment on va s'y prendre et comment s'y prend-on pour y voir clair? Alors, je vais présenter là ici ce qu'on appelle en ergonomie la différence qu'il y a entre le travail prescrit et le travail réel. Comment peut-on expliquer que des gens en arrivent à ces extrémités-là hein, et qu'est-ce qui fait surtout que dans le travail, eh bien, on puisse en arriver à cette extrémité? Alors, bien, la notion de travail prescrit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout ce que l'entreprise va décider et va mettre à votre disposition pour effectuer votre travail. Alors, c'est bien l'entreprise qui va vous fixer les objectifs à atteindre. Hein. La manière de les atteindre, les consignes, c'est elle qui détermine les procédures et qui définit les standards, par exemple. Toutes ces choses-là ne sont pas négociées en entreprise. C'est bien l'entreprise qui les met en place.
Elle vous met aussi en place à votre poste de travail des moyens, des outillages, des machines, des outillages. C'est bien l'entreprise qui répartit aussi les tâches entre les salariés. C'est bien aussi l'entreprise qui définit les horaires de travail, les cadences de travail, et qui détermine aussi et les qualifications et les salaires, et qui détermine aussi l'environnement de votre poste de travail. Donc la tâche, c'est ce qui représente, c'est ce qui englobe tout ça, tous ces éléments-là. Et on appelle ça le travail prescrit parce que c'est le travail c'est la conception du travail qu'a l'entreprise, et c'est elle qui vous fixe le cadre. En fait, c'est un cadre dans lequel, eh bien, elle vous demande d'appliquer ce qu'elle a décidé, ce qu'elle a pensé. Je prends l'exemple de l'organisation du travail, de la répartition des tâches. Eh bien, il y a des services spécialisés, bureaux de méthode, etc., qui sont chargés et de relever les temps d'assemblage, les temps de montage, etc. Et puis ensuite de les mettre en œuvre en fonction de la façon dont on va produire. Tous ces éléments-là, vous ne les négociez pas. C'est bien quelque chose, c'est normal. C'est normal qu'on ne négocie pas, je veux dire. C'est normal que l'entreprise, eh bien, elle prépare et elle organise le travail. D'accord ? Et là-dessus, vous avez très peu de pouvoir. Alors, en clair, la tâche, donc, c'est ce qu'on me demande de faire. Mais en fait, ben voilà, une nouvelle notion, c'est... mais en fait, qu'est-ce que je fais en réalité? Et ce que je fais en réalité, eh bien, on va appeler ça le travail réel. Et entre le travail prescrit, parfaitement organisé, théoriquement parfaitement organisé, et on doit pouvoir faire le travail dans ces conditions-là, eh bien, il y a des choses qui se passent sur votre poste de travail, et qui va faire que, eh bien, ce prescrit-là, eh bien, on n'arrivera pas à l'appliquer. Le bon exemple, c'est la grève du zèle. Ben, il suffit que tout simplement vous travaillez comme l'entreprise vous demande de faire, puis vous êtes pratiquement assuré que très rapidement, eh bien, soit on n'arrivera pas à faire la production, soit il va y avoir des problèmes de qualité, etc. Donc, ce que je fais en réalité, ben, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et ça, c'est une première notion qui, moi, me paraît fondamentale, qui a été révélatrice, fondamentale, c'est que entre ce qu'on me demande de faire et ce que je fais en réalité, eh bien, je dois faire face à mon poste de travail, ou dans ma fonction, à des variabilités. Alors, elles sont de quelle nature, les variabilités? Ben, il y a d'abord les variabilités humaines et intra-humaines. Je suis un homme, je suis sur un poste de travail. Je suis un homme qui mesure 1m70. On me demande d'aller accrocher des pièces quand j'ai terminé à 1m90 de hauteur. Sur le même poste de travail, il y a une femme qui va venir. Oh, j'aurais pu inverser. Hein. Vous ne voyez pas d'ingénierie de ma part. Il y a une femme qui vient, ou un salarié de petite taille, le poste de travail est exactement le même. La pièce, il va bien falloir l'accrocher à 1m90. Si moi je suis de bonne taille, ben, je vais lever les bras puis je vais aller. Mais il y a d'autres personnes au même poste de travail qui vont être obligées de se mettre sur la pointe des pieds pour aller accrocher. Si je suis gaucher et qu'on m'a mis sur mon poste de travail les outils à droite, je suis gaucher, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, vous voyez. C'est pas un geste normal quand je fais ça. Voilà. À l'inverse, si je suis droitier et qu'on me demande, comme je l'ai déjà vu sur des lignes de montage, hein, je suis droitier et puis on me demande de travailler en aveugle. Enfin, je serais mieux si j'utilisais ma main gauche, mais comme je ne suis pas gaucher, j'utilise ma main droite, mais je ne suis pas bien du tout non plus. Voilà. Ce sont des exemples tout simples qui montrent que, eh bien, il y a des variabilités qui tiennent à ce qu'on est, donc notre âge, notre sexe, notre taille, nos facilités ou nos difficultés de nous servir de nos membres, etc., qui tiennent à notre formation. Hein. On me demande de faire une tâche, est-ce que je dispose de tous les moyens, de par ma formation, pour atteindre les objectifs qui me sont fixés? Voilà un certain nombre de variables qui sont personnelles, voilà, tout simplement, et qui peuvent avoir une incidence sur la façon dont on a organisé le travail.
Je rappelle simplement que quand on organise le travail, eh bien, on raisonne toujours sur des personnes, c'est la personne standard, hein. Je suis droitier, je mesure tant, etc. Je mesure telle hauteur, je suis en capacité de soulever. Donc, si je sors de ce schéma-là, mais parce que ma constitution elle est faite comme ça, eh bien, je vais avoir quelques difficultés pour respecter ce qui a été prescrit. D'autres variables, eh bien, ce sont les dysfonctionnements, les aléas. Les aléas, par exemple, vous êtes en ligne de montage, vous avez à monter une pièce sur une voiture, et puis manque de bol, eh bien, normalement, l'approvisionnement se fait, vous ne devez pas attendre sur les pièces doivent être présentes. Si les pièces ne sont pas là, eh bien, ça va avoir obligatoirement une incidence sur votre activité de travail. Et qu'est-ce que vous allez être obligé de faire? Vous êtes obligé d'accélérer votre rythme de travail pour récupérer le temps que vous avez perdu à chercher les pièces. Si je suis sur un poste où je dois visser des pièces sur une carcasse de voiture, par exemple, c'est cet exemple-là que je connais, eh bien, si les deux pièces en tôle sont mal assemblées, je vais avoir des trous sécants. C'est-à-dire que je n'ai pas les deux trous un en face de l'autre, j'ai des trous sécants. Et quand je vais être obligé de mettre une vis là-dedans, je vais être obligé de forcer, ça ne va pas y aller du premier coup, et je vais mettre bien sûr beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, on a comme ça, et si vous réfléchissez sur votre propre poste de travail, dans votre propre fonction, vous êtes en permanence concerné dans le travail réel à faire face à des aléas, à des situations qui n'étaient pas prévues. Je prends un exemple tout simple, mais je ne rentrerai pas plus dans le détail. Lorsque on vous dit pour telle opération, vous avez tant de temps à faire. Avant ça, l'opération a été chronométrée. Sachez simplement que quand on fait un chronométrage, on ne retient que les temps dans des situations stabilisées. Voilà. Donc ça veut dire que situation stabilisée, c'est la situation où je suis là. Si je suis confronté par des variabilités, ce n'est pas une situation stabilisée. Pourtant, le temps qu'on vous donne, le temps qu'on vous alloue pour faire une tâche, eh bien, elle ne tient pas compte dès le départ de toutes les variabilités. Alors, bien sûr, dans l'engagement, on va rajouter un petit temps pour les coefficients de repos, on va rajouter un petit temps par rapport aux aléas, mais c'est des temps extrêmement minuscules qui ne vont absolument pas vous permettre de récupérer en instantané un manque de pièces ou un problème comme je viens de l'évoquer. Comme il y a une différence entre le prescrit et le réel, on va parler de conflit de logique. D'accord ? Et le conflit de logique, en fait, c'est bien le fait que je n'arrive pas, en fonction des variables, à faire le travail qui a été prévu, prescrit, théorique. Et donc, eh bien, en fonction des aléas auxquels j'aurai à faire face à longueur de journée, eh bien, je vais être obligé de faire des compromis. Il va bien falloir que je trouve une solution pour y arriver. Eh bien, vous avez rencontré ce type de situation de travail, eh bien, vous avez réfléchi à d'autres façons de faire. Et donc, eh bien, c'est comment je fais face, donc c'est là qu'on parle d'activité de travail. Est-ce que je peux intervenir sur le mode opératoire? Donc, différence entre le prescrit et le réel en fonction des variabilités. Je fais des compromis, et comment je fais face? Eh bien, la possibilité que je peux avoir, quand j'en ai, quand j'ai des marges de manœuvre, on va utiliser, eh bien, c'est d'intervenir sur le mode opératoire. Donc moi-même, je modifie le mode opératoire qui m'a été prescrit pour y arriver. Ça, vous allez rencontrer X situations comme ça. Alors, si trois situations que je développe très rapidement. Si j'ai la possibilité ici, si j'ai la possibilité de réguler, c'est-à-dire, si je peux intervenir et sur les moyens ou sur les objectifs, ou les deux, eh bien à ce moment-là, ça va. Je peux y compris modifier mon mode opératoire, puisque j'ai la possibilité d'intervenir sur mon mode opératoire. Ça me permet de réguler, et donc je n'aurai pas d'effet ni sur ma santé,
ni sur les résultats qu'on me demande. Alors, le problème, c'est quand eh bien, j'ai pas de possibilité, ou très peu de possibilités d'intervenir sur les moyens ou sur les objectifs. À partir de là, la première situation, c'est que si je ne peux pas beaucoup modifier sur mon mode opératoire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais prendre sur moi-même. Donc, je vais par exemple intensifier mon travail, etc. Et ça peut avoir des incidences sur ma personne, sur mon état interne, j'appelle ça l'état interne, sur moi-même, sur ma santé. On peut se retrouver, le troisième cas, on peut se retrouver dans des situations où, eh bien, on n'a pas du tout de possibilité d'intervenir sur les modes opératoires, ni sur les objectifs, ni sur les moyens. Et à partir de là, ben, on est en débordement. Et à partir de là, on a des conséquences aussi bien sur l'état interne, c'est-à-dire sur ma santé, mais aussi sur les résultats. Parce qu'on ne fera pas de la bonne qualité, on ne fera pas la production, et à la longue, je vais être en conflit avec moi-même, puisqu'on me demande, on me paye pour faire un bon travail et un travail de qualité, je ne vais pas y réussir, on l'a vu ce matin dans quelques exemples, eh bien, ça peut avoir, et ça risquera d'avoir une incidence sur mon psychisme. C'est une première approche, hein. Je crois que cette notion de comprendre qu'il y a une différence, qu'il y a une différence entre le travail prescrit, mais surtout la notion de travail réel. Savoir qu'il existe une différence fondamentale entre le travail prescrit et le travail réel, c'est une notion peut-être qui est nouvelle pour vous, mais qui est fondamentale. J'ai toujours vérifié en permanence que là où se situe le problème, les problèmes que nous exposent les salariés, c'est la différence entre le prescrit et le réel. Allez, je vais dire à 99%. Lorsque vous allez interroger des salariés sur leur lieu de travail, lorsque vous voulez comprendre, vous allez observer ce qui se passe, etc., allez rechercher ce qui fait la différence entre ce que le chef me demande et ce que je fais en réalité. C'est là que ça se niche le problème. Le problème, il vient de là. À partir de cet apport-là, lorsque demain je suis confronté à une situation où on m'appelle et on me dit, bah, tiens, il y a telle personne ou dans tel service, il y a des personnes qui ne sont pas bien psychiquement, voire qui ne sont pas bien pour d'autres raisons. Hein. Ce n'est pas uniquement une approche sur les problèmes psychiques, c'est sur tout problème. Eh bien, ce qu'on met en œuvre dans nos permanences, c'est les étapes, il y a 3 étapes en fait. Hein. Donc la première, c'est l'étape de l'instruction. Lorsqu'un salarié vient me voir, parce qu'il a un problème de santé, parce que son médecin a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif ou une dépression sévère, etc., c'est ça la pathologie. Hein. À partir de là, eh bien, je vais conduire avec la personne un entretien. Et au cours de cet entretien, eh bien, la première des choses, notamment sur les problèmes psychiques, c'est d'établir la confiance. Il faut très clairement que la personne sache que, on raisonne un peu comme les médecins. Il y a un code de déontologie, alors on se l'est donné à nous aussi. Hein. Eh bien, vous allez me dire un certain nombre de choses, vous allez me parler de vos problèmes de santé, donc de vous-même, hein, de votre interne. À partir de là, eh bien, tout ce qu'on va se dire, c'est entre nous. Ça reste entre nous, d'accord ? Mais c'est ça, on va parler là-dessus parce que ça va nous aider à progresser. Donc, s'intéresser à la personne, à ce qu'il est, et puis énoncer, donc je viens de dire, énoncer les règles de confidentialité. Donc, il y a des fiches qu'on pourra vous distribuer, parce que c'est toujours, et alors sur cette fiche-là, ce qui est important, c'est une partie de questionnement sur les renseignements concernant la personne, et puis après, ben, il y a s'il y a une atteinte à la santé, on note l'atteinte à la santé, et puis après on déroule, hein, on a de la place en dessous, et puis on déroule, et on écrit tout ce que la personne va nous confier. La première phase, c'est l'instruction, c'est savoir écouter. Donc ça c'est fondamental. Hein. Faites pas l'histoire à la place des gens. Hein. On est là pour les écouter, pour entendre ce que eux ont à dire par rapport à... Il n'y a qu'eux qui connaissent leur situation de travail. Donc une fois que je sais, j'ai entendu la personne, alors je vais aller sur le terrain. Donc aller sur le terrain, je vais sur le poste de travail, je vais dans le service, etc. Et puis je vais donc aller observer le travail. Observer le travail. Voir la personne au travail. Alors si ce n'est pas la même personne, ça peut être les autres personnes, etc. Mais ce qui est important, c'est voir la personne. Hein.
au travail. Tant que c'est possible, hein, parce que les gens qui sont en risque psychosocial, généralement ils sont en arrêt de travail, c'est plus difficile. Alors on peut, quand on est rompu à l'exercice, on peut ne pas aller sur... Moi je ne vais pas sur le lieu de travail, de toute façon je ne peux pas y rentrer. Mais avec l'expérience, on arrive bien entendu à les faire parler, et donc à repérer, donc c'est quoi observer le travail? C'est repérer les activités dominantes, repérer les phases de travail par activité. Donc, on va regarder, puis on écrit, voilà ce qu'il fait. Alors si je prends quelqu'un qui travaille en cycle, un cycle c'est, je commence à tel moment, je commence à faire ça, je réfléchis, il fait ça, puis ça, et 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 ça, tac, quand il arrive là au bout, il revient là. Donc il y a toujours un point, vous choisissez le point de départ que vous voulez, il y a un point de départ, et puis un point d'arrivée, et après on revient. Et on refait toujours le même cycle. Et donc, dans cette observation, déjà rien que ça, non, n'allez pas chercher les gammes, hein. Surtout, alors un grand conseil, hein, n'allez pas chercher des gammes de travail pour savoir comment les élever. On est sur le travail, on va décrire le travail réel. Sur une gamme de travail, vous ne verrez jamais le travail réel. Hein? Sur les consignes, vous ne verrez jamais rien. Donc, c'est qu'est-ce qu'il fait? Je prends ça en note. Et à partir de là, eh bien, je vais repérer les activités dominantes. Donc, dans un cycle de travail, eh bien, vous avez par exemple une part d'approvisionnement, après une part de mise en place des pièces sur un montage, par exemple, et puis une fois que le tout est assemblé, d'abord on assemble, et puis après, hop, on va évacuer la pièce qui a été assemblée. Voilà. Plusieurs phases de travail. Bon. Et on va repérer, et dans ces phases de travail, on va repérer les phases dans lesquelles, eh bien, j'entends ce que le salarié m'a dit juste avant. Dans quelle phase de travail, dans quelle situation de travail, eh bien, je vais retrouver les déterminants, les facteurs, les causes qui font que, eh bien, je développe un trouble psychique, ou je développe un TMS, ou etc. Eh bien, je vais mener, mais pas tout seul, en section syndicale, eh bien, on va mener une réflexion pour comprendre, pour rechercher les causes. C'est-à-dire qu'on va faire le lien entre les facteurs déterminants et les conséquences qui en découlent. C'est-à-dire que, eh bien, j'ai repéré que, voilà, dans telle situation, là, il est obligé de travailler beaucoup plus vite, dans telle phase, il est obligé de faire... Voilà. Et en quoi ces contraintes, eh bien, sont en lien avec la pathologie. Et donc, on va réfléchir, c'est cette démonstration-là qu'on va chercher à faire. Et une fois qu'on l'a faite, cette démonstration, qu'on a capacité de dire, eh bien, s'il a développé telle pathologie, voilà les facteurs qui font que. Alors, en ergonomie, on va parler de déterminants. C'est ça, et ça, et ça. C'est rarement un seul. C'est toujours la conjonction de plusieurs déterminants. Une fois qu'on a réussi à isoler ça, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous êtes capable d'expliquer. Il y a peu de directeurs, enfin, il y a peu de personnel dans l'entreprise, hormis les ergonomes qui auront fait un boulot là-dessus quand ils existent, hein, mais il y a peu de gens qui sont en capacité de faire le lien, puis on ne recherche pas, puisque de toute façon, le travail il a été prescrit, et le travail prescrit, il est très bien prescrit. Il vous suffit de travailler suivant la façon dont on vous a demandé de travailler, et tout va bien se passer. C'est comme... Ben non, mais la réalité n'est pas là. D'accord? Parce qu'il y a des variables, parce qu'on doit faire face. Donc, être en capacité, donc, de dire que, ça, et ben voilà le résultat. Donc, si on veut que ça, on n'y arrive pas, eh bien, on va chercher des solutions pour éliminer un ou plusieurs facteurs qui ont conduit à cette situation. On est sur les risques psychosociaux, hein, les troubles psychosociaux. Eh bien donc, il y a plusieurs déterminants d'activité. Donc quand on parle de déterminants, des causes, hein, donc l'intensité de travail, temps de travail, des gens qui sont obligés en permanence de bourrer. Quand vous avez mis en place, dans certaines entreprises sont mis aujourd'hui en place le Lean, hein, le Lean à la française, grâce aux travaux de la fédération et de ce groupe de travail là, notamment Michel Sailly, on découvre qu'il y a une différence entre les principes philosophiques du Lean, donc ce qui a été pensé au Japon,
Et ce qu'on applique dans nos entreprises, nos patrons, eh bien, ils ont bien compris le Lean philosophique, mais en réalité, ils ont utilisé que les outils du Lean. C'est ce qui fait que, sur un poste de travail, il y avait 40 tâches élémentaires à faire. Eh bien, on a été supprimer le maximum de déplacements, partout, à chaque fois qu'on va aller chercher une pièce en bord de ligne, etc. Et tout ça, on a supprimé en ramenant les pièces le plus près possible du poste de travail. Et que donc, la résultante, c'est quoi? C'est qu'on a gagné du temps, mais on utilise à quoi? On n'a jamais négocié ce temps-là. Il n'y a jamais eu une négociation là-dessus. Et pourtant, du grain à moudre, il y en avait là. Hein, bon, et bien qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Tout ce temps-là, de 40, on le réinjecte dans le poste de travail, et de 40 opérations élémentaires, on en passe à 60. La conclusion, ça veut dire quoi? Les gens, ils en ont jusque-là. D'accord? Et le moindre aléa, ça monte jusque-là, voire des fois, on est en dessous. Donc, intensité du travail, les exigences émotionnelles, donc je suis en contact, notamment les personnels médicaux, les infirmières, etc., les aides-soignantes, etc., qui sont au contact des gens, et puis qui savent pertinemment que la personne n'est pas bien du tout, puis ils sont obligés de dire l'inverse ou le contraire, oui, le contraire de la réalité, c'est pas évident. L'autonomie, dans le temps on avait de l'autonomie, on en a de moins en moins, parce que tous ces temps qu'on a récupérés, on n'a plus d'espace. L'insécurité, ça c'est relatif au problème de l'emploi. Les conflits de valeurs, oui, je suis obligé de faire un travail, mais je sais pertinemment que ce qu'on me demande de faire, c'est, je ne vais pas utiliser le terme, mais ça commence par un M, voilà. Et puis, les rapports sociaux, dans l'entreprise, et ça c'est fondamental aussi, je suis en situation, les petits copains à côté de moi, je ne peux pas compter sur eux, je ne suis pas soutenu par mes collègues de travail, je ne suis pas soutenu par ma hiérarchie, et donc, là je ne suis pas bien du tout. Je suis confronté à un ou une salariée qui est en situation de trouble psychique. Alors, je fais quoi avec cette personne? Alors, bien sûr, je vais essayer de comprendre tout ce que je viens de décrire auparavant, d'expliquer auparavant, mais cette personne, elle attend quelque chose de rapide. Elle attend une réponse rapide. Et c'est une réponse rapide par rapport à ce qu'elle vit. Et ce qu'elle vit, ça on l'a découvert assez rapidement, ce qu'elle vit, c'est qu'elle n'est pas du tout comprise par son entourage. Elle est comprise par plus personne. Et que donc il y a une phase qui est importante, c'est la reconnaissance de l'origine professionnelle de son problème de santé. Tout le monde dit que non, c'est pas le travail, c'est en dehors, les chefs, etc. Non, c'est le travail. Et donc comment j'ai apporté la démonstration du travail, c'est comment on va faire reconnaître. Alors bien sûr, dans la démarche syndicale auprès de la direction de la hiérarchie, si on peut changer, influer sur les causes, parfait, il faut le faire. Mais il y a une autre, et ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. Il y a l'autre reconnaissance, c'est, ma maladie est d'origine professionnelle, ça s'appelle une maladie professionnelle. Et à partir de là, on a un code de la sécurité sociale, et dans le code de la sécurité sociale, il faut savoir simplement que une maladie d'origine professionnelle, elle peut être reconnue. L'institution qui prend la décision, c'est la sécurité sociale. En ce qui nous concerne dans le privé, c'est la sécurité sociale. Et moi, j'ai observé dans tous les cas de figure qu'on traite, lorsqu'il y a une reconnaissance par la sécurité sociale que votre problème est d'origine, l'origine de votre problème, c'est le travail, à partir de là, tous les candidatons, etc., tombent, y compris à l'intérieur des familles. Alors au boulot, on ne discute plus, quand c'est reconnu par la sécurité sociale, c'est comme un cancer, pareil. Là, on ne discute plus. Et au niveau familial, oui, parce qu'il y a des choses internes, tout ce qui est interne, ça ne se voit pas. Même les TMS, ça ne se voit pas. J'ai mal à l'épaule, c'est interne. Donc vous finissez par ne plus être cru par votre entourage. Je vous ai mis la référence qui est à jour, puisque l'organisation de la justice, en tout ce qui concerne en matière d'accident de travail et de maladie professionnelle, change à partir du 1er janvier de cette année. Voilà. Donc, il y a un article, l'article 461 du Code de la sécurité sociale, qui dit maintenant dans les 7e, 8e et 9e alinéas, une maladie peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle est non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, lorsqu'il est établi
qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué, etc. Et donc, dans les cas mentionnés dans ce cas-là, eh bien, l'organisme qui est chargé de donner son avis, c'est le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, C2RMP. Donc, si vous êtes confronté, vous avez fait un travail d'écoute, d'observation, d'analyse, vous êtes en capacité derrière d'écrire, voilà les causes qui font que, etc. Ça va vous servir dans votre action syndicale vis-à-vis de l'employeur, ça c'est primordial. Hein. Mais ça va aussi vous servir dans la déclaration, dans la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Parce que votre document, vous allez le faire parvenir au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans notre pratique, jusqu'à maintenant, en Alsace, tous les dossiers qu'on a envoyés dans ce cas-là, ils ont été reconnus, refusés par la Caisse dans un premier temps, reconnus par le C2RMP, et lorsque le C2RMP a donné un avis favorable, la Caisse, elle est obligée d'appliquer. Voilà. Et que donc, eh bien, pour les maladies psychiques, on arrive à la reconnaissance en maladie professionnelle. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça vous donne un levier supplémentaire, un argument supplémentaire vis-à-vis de l'employeur. Voilà. Donc, les trois conditions requises, premièrement, les maladies psychiques concernées, c'est la dépression, les dépressions sévères, donc tout ce qui est relatif à la dépression, les syndromes anxio-dépressifs. Et donc, j'ai rajouté que, effectivement, on vous dit toujours, ah, je suis tombé malade, psychiquement, j'ai fait un burn-out. Le burn-out n'est pas une maladie. C'est un état, c'est un épuisement professionnel. Donc quand on utilise des anglicismes, hein, méfions-nous, c'est un épuisement professionnel. La pathologie, c'est le syndrome anxio-dépressif, pardon, je vais y arriver, c'est la dépression. Ensuite, donc première condition, il faut être atteint d'une maladie psychique. Donc un médecin qui vous met sur un certificat médical initial burn-out, c'est filmé, c'est refus. La Caisse refuse. D'accord? Ensuite, eh bien, il y a deux conditions. Hein. Il faut apporter la démonstration du lien direct et essentiel avec le travail, mais il faut aussi, c'est là la difficulté, c'est que le taux d'incapacité permanente partielle, prévisible, donc j'en rentre pas trop dans les détails, doit être au moins égal à 25%. Dans les maladies psychiques, on arrive à 25%. Certainement le cas de figure où on arrive sans problème aux 25%. Et puis, donc, l'assuré doit le démontrer le lien direct et essentiel. Donc, quand vous avez fait votre travail de démonstration que c'est bien le travail qui, vous envoyez ça au C2RMP. C'est l'employeur qui doit s'expliquer derrière. Hein? Est-ce qu'il estime, et s'il estime que ce n'est pas le travail qui est à l'origine, il faut qu'il s'explique aussi. Alors, quelques conseils pratiques, si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous conseillez aux salariés d'être suivi par un psychiatre. En médecine, oui, alors, je sais bien que vous avez des psychologues, j'ai pas d'action ni chez les uns ni chez les autres. Hein. Le problème, c'est qu'un psychologue n'est pas reconnu au C2RMP, etc., et dans tout le système, comme un médecin. C'est le psychiatre qui est reconnu. Et, deuxièmement, sachez quand même que la consultation chez un psychiatre, eh bien, elle est remboursée par la sécurité sociale. La consultation chez un psychologue, c'est de votre poche. Bon. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ce qui va être extrêmement important, notamment par rapport au taux de 25%, un écrit du psychiatre un certificat médical, qui va détailler l'ensemble des différentes atteintes psychiques. Et il y en a, dans certains cas, il y en a un paquet, hein, quand même. Hein. Bon, moi, je ne suis pas capable je ne suis pas spécialiste, mais à partir de là, quand ce qui se passe dans le cerveau, c'est bien décrit par un spécialiste, derrière, il n'y a plus de discussion. Enfin, vous constaterez qu'il y a très peu de discussion sur le plan médical. Voilà. On lui demandera donc d'établir un certificat médical détaillé sur l'atteinte psychique et on démontrera aussi le lien entre la pathologie de travail, je l'ai déjà dit, par la description de l'activité de travail. Il y a par la démonstration qu'il y a bien un lien dans le travail avec la pathologie. Le dossier, rapidement, est bien à constituer. Donc ça, c'est dans tous les cas de figure de maladie professionnelle. Hein. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un certificat médical initial
Donc il y a un numéro, hein, c'est un formulaire que le médecin, tous les médecins n'ont pas, hein. Bon, mais c'est un formulaire, donc il faut surtout veiller à plein de choses, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais surtout à la formulation du diagnostic médical. Par exemple, si le médecin il vous met sur le certificat médical pour un problème d'épaule une PSH, périarthrite scapulo-humérale, ben ça vous lui dites, vous refaites votre certificat. Parce que sur le tableau de maladie professionnelle, il est marqué tendinite de la coiffe des rotateurs. Donc une périarthrite scapulo-humérale, c'est exactement la même chose qu'une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ben, la coiffe des rotateurs, hein, c'est bon, vous savez ce que ça veut dire. Non, personne ne sait ce que c'est. Donc c'est la coiffe de l'épaule. D'accord? Donc, et y compris dans les tableaux de maladie professionnelle, les désignations de la maladie, il y a des colonnes, ou désignation de la maladie, c'est clair. Vous demandez au médecin, très clairement, vous demandez au médecin d'écrire, si c'est ce qu'il constate, ce qu'il diagnostique, c'est ce qui est écrit sur le tableau, vous lui demandez d'écrire ça et rien d'autre. La maladie psychique, c'est syndrome anxio-dépressif, c'est dépression légère, sévère, etc. Et vous ne lui oubliez pas, notez-vous ça, de lui faire écrire en lien avec le travail. D'accord? En lien avec le travail. Et vous joignez aussi ce qu'on nous fait, il n'y a aucun texte qui vous oblige à faire ça. Vous ne trouverez pas de texte de la sécurité sociale qui vous dit qu'il faut faire une description de l'activité de travail, mais ça c'est notre expérience, puis on est là pour échanger sur l'expérience. Eh bien, faites votre description, joignez dès le départ de la déclaration, joignez une description de l'activité de travail. Vous voyez le lien qu'il y a entre ce qu'on vous recommande de faire, aller observer, écouter, observer, aller, et puis l'objectif c'est bien de faire ce lien, mais il faut l'écrire. Il faut l'écrire. En quoi notre organisation sur le plan syndical, sur le plan de l'union régionale, eh bien, ça peut être efficace pour les salariés, pour les adhérents. Alors, la politique à gauche, là, c'est la politique santé de l'URI CFDT Alsace. Alors, c'est quelques points, j'ai ressorti quelques points, mais ce n'est pas ça, il n'y a pas que ça. Donc, santé au travail, agir. Donc, l'objectif de l'union régionale dans son dernier congrès, dans l'avant-dernier congrès, c'était agir avec les syndicats et les sections syndicales, syndicats et sections syndicales, en développant une expertise grâce aux permanences ATMP et maintien dans l'emploi. Donc on joue sur les deux tableaux. Pour accompagner les adhérents dans la reconnaissance de leur droit en ATMP et le maintien dans l'emploi. Pour accompagner les sections syndicales à partir des dossiers individuels vers la prévention. Donc on n'oppose pas réparation et prévention. C'est complémentaire, et pour construire un réseau avec les acteurs prévention et les acteurs du maintien dans l'emploi. Et donc, ont été développées des permanences ATMP, un réseau ATMP, et donc l'URI organise l'information et la formation. Voilà. Tout ça, ça va ensemble, et donc, ben voilà, quelques exemples. Je n'ai pas tout mis dessus, mais voilà, l'Union régionale a développé depuis 2007 maintenant, une permanence à Strasbourg, une permanence à Mulhouse, mais il y a aussi des sections syndicales qui ont développé les permanences, donc Constellium à Bischheim, les mineurs, alors je pourrais le mettre en gros puisque c'était les mineurs de Lorraine, hein, de Frémin-Merlebach, voilà. Bon, il y a toute une équipe là, enfin, c'est une institution, mais extrêmement efficace, hein, très compétente. Donc il y a des permanences qui ont été montées à Conflans-Charny, à Gondanche, dans le 52, et puis l'Union fédérale des syndicats du nucléaire également, mais on pourrait allonger la liste puisque vous avez aussi des permanences ici dans le Nord. Hein, il y a eu des permanences qui sont développées dans le Nord. Voilà. Donc en Alsace, simplement, à titre de chiffre, les permanences sont connues et reconnues par tous les syndicats. Hein. Donc il y a 13 syndicats qui font appel, ça c'est important, et donc voilà les nombres de dossiers traités, donc 2014 à 2017, on voit que dans le privé, ben, on est en gros, on gère 100 à 120, voire 150 dossiers par an, sur les deux permanences. Hein, comme pas, on s'adresse aussi au secteur public, fonction publique hospitalière, fonction d'État, etc. Là, il y a moins de cas. Et puis, au total donc, on voit bien qu'il y a une progression, mais que ça, de toute façon, bah, c'est une goutte. Enfin, c'est important que ça se fasse,
ça c'est clair. Mais par rapport à la masse des gens qui sont en situation de difficulté par rapport au travail, eh bien, on va dire que c'est une petite goutte d'eau. Enfin, c'est quand même une petite goutte d'eau sympathique et puis qui nous intéresse et qui nous motive pour continuer à militer et puis être au contact des actifs. Voilà.